Format interactif et intimiste où l'invention et l'entrepreneuriat se racontent autrement. Vous l'aurez compris, on va un peu bousculer les codes pour vous offrir un événement qui mêle émotion, humour, authenticité et inspiration. La thématique pour ces grands témoignages, pour cette année, c'est l'invention du Made in France, ou pourquoi et comment ces porteurs de projets ont décidé de faire fabriquer tout ou partie de leurs produits en France, et surtout, qu'est-ce que ça leur apporte comme avantage, mais aussi parfois peut-être comme difficulté. Ils partageront avec vous leur expérience, leur vécu et leurs émotions. Nous accueillerons donc ce soir, ici avec nous, 4 entrepreneurs et porteurs de projets innovants. Vincent Musset pour le projet Bibaz, Adrien Ladan qui représentera l'entreprise SQ Motors avec leur skate électrique tout-terrain, qu'on connaît tous maintenant bien ici, Marie-Odile Hecht pour son laboratoire Cosmoia et Damien Roy pour l'entreprise Seven et leur télescope modulaire. Donc nous l'avons dit tout à l'heure, format inédit égale surprise. Eh bien oui, parce que chacun d'entre eux sera interviewé en un temps record, 15 minutes, dans 3 univers différents ce soir. Ils iront le temps d'un instant prendre un goûter chez mamie. Notre mamie, qui est très curieuse, en profitera pour les questionner afin de comprendre et vulgariser leurs projets. Puis, ils retourneront sur les bancs de l'école pour passer l'oral du bac. Ici, ils seront questionnés pour présenter, convaincre et défendre leur modèle économique autour du Made in France. Et enfin, ils ont la chance ce soir, nos entrepreneurs, car ils vont pouvoir rencontrer le Père Noël. Ils pourront faire leur wish list au Père Noël et mettre en lumière leurs besoins complémentaires pour aller encore plus loin dans la démarche du faire en France. Je n'en dis pas plus, je souhaite à chacun et chacune d'entre vous un bon moment parmi nous pour cette soirée et j'invite à me rejoindre Vincent Musset. Donc Vincent, tu seras donc le premier ce soir à être questionné par nos amis. Et je t'invite dans un premier temps à aller prendre un petit goûter avec mamie. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Dis-moi mon poussin, ton petit Bibaz, c'est un peu comme un torchon en tissu que je nouais autour du camembert pour pas qu'il coule dans le sac? En quelque sorte, ça sert à transporter un aliment. Donc oui, en effet, c'est un contenant alimentaire pour transporter, en l'occurrence sur le marché du snacking, donc pas des camemberts, mais plutôt des hamburgers, des frites, que ce soit pour l'événementiel ou dans le tourisme, comme dans un camping, sur un festival, food truck, ainsi de suite. Éviter le déchet et l'usage unique. Et qu'est-ce qu'on peut emballer avec tes boîtes? Mamie, elle n'entend pas bien. Non. Répète, j'ai pas tout compris. C'était facile. C'est principalement que du snack, du burger, de la frite. Alors ça passe sur le croque-monsieur, maintenant sur des bagels. Les gens trouvent eux-mêmes leur déclinaison. Et puis bientôt, de la pizza, de la pâtisserie, des produits un peu plus grands aussi à transporter. D'accord. Mais tu les vends à qui et comment? Et par exemple, avec Germaine et Monique, on pourrait organiser une petite réunion Tupperware, Bibaz pour acheter des petites boîtes? Alors non, c'est une distribution de ce qu'on appelle B2B, donc principalement coprofessionnel. B2B. Voilà. Et donc je vends aux pros pour que eux puissent les mettre sur le marché et assurer leur bon fonctionnement et le bon usage, donc aussi le lavage, et voilà. Peut-être même la fidélisation de leurs clients. Voilà. D'accord. Et quand j'étais petite, on avait une boîte à œufs en fer, blanc, qui faisait 3 générations. Tu crois que ton machin va durer aussi longtemps? J'aimerais. Moi, j'ai encore cette boîte à œufs. C'est surtout, je pense que c'est une question de volonté. Si ces boîtes-là, elles sont prévues pour faire 300 cycles total. Et au terme de ce cycle-là, moi, aujourd'hui, en tout cas, la société Bibaz, on s'engage à les reprendre si le client le souhaite.
les rebroyer et les reconditionner, réinjecter. En l'occurrence, là, on travaille pour faire les caisses de transport, donc pour transporter les caisses de bibase, parce qu'on n'a pas le droit de réinjecter notre matière pour refaire des bibases pour des raisons de contact alimentaire. Ça répond à la question ou si je me suis évadé là. Sinon, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. C'est un peu compliqué pour moi quand même. Mais bon. C'est bon, merci. Donc là, je vais enfin passer l'oral du bac. Bonjour Vincent. Bonjour. Dis-moi Vincent, qu'est-ce que le Made in France apporte en termes de valeur à votre concept? Vous avez 2 minutes. En termes de valeur, en plus j'ai la pression. La valeur, le Made in France en lui-même est déjà, je pense, une valeur. Moi, j'ai un projet qui est un projet à impact, puisque je minimise les déchets. Je pense que déjà, le fait de le faire en France, il y a le côté économique, de faire travailler les gens autour de moi, mais il y a aussi l'impact environnemental. Si je fais venir mes boîtes pour avoir un impact de 0 déchet, mais que je les fais venir par avion ou par paquebot de l'autre bout du monde, je casse un peu l'idée et l'ADN de l'entreprise. Et puis c'est un peu cet effet boule de neige que je parlais avec quelqu'un tout à l'heure. C'est-à-dire que si on fait marcher quelqu'un à côté, il va faire marcher quelqu'un d'autre, et c'est comme ça que l'économie fonctionne. Si on s'attend tous, il ne se passe rien. Et quand il ne se passe rien, il ne se fait pas d'argent, il ne se fait pas d'économie, et on arrête. Donc voilà, le fait de le faire en France, d'avoir des partenaires, d'avoir une accessibilité, d'échange avec les gens plus direct, est assez important. Très bien, merci. J'ai fait plus que 2 minutes. Pardon? J'ai fait plus que 2 minutes. Je n'ai pas vu. Comment articulez-vous votre modèle économique autour d'un produit réutilisable, local et écologique? Pareil, vous avez 2 minutes. Vous pouvez répéter la question? Comment articulez-vous votre modèle économique autour d'un produit réutilisable, local et écologique? Alors moi aujourd'hui, je vends le produit, je ne le gère pas. Souvent, c'est mes clients, je travaille avec des laveurs par exemple, qui eux vont le louer, le laver, gérer sa logistique, sa consigne. J'en ai d'autres qui vont le vendre, j'ai des restaurateurs qui vendent leur petite boîte comme un symbole de fidélisation où les gens vont revenir avoir une remise. Donc c'est eux plutôt qui vont gérer comment l'utiliser. D'ailleurs, une grande majorité ne prennent pas de consigne sur mon produit. Donc je parle beaucoup de réemploi plus que de consigne. Je ne sais pas si ça répond tout ça à la question là. Si. C'est très bien. Okay. Très bien Vincent, merci. Vous aurez vos notes ultérieurement. Bonjour. Oh. Bonjour Vincent. Dis-moi, tu peux m'en faire une version rouge avec des flocons? Elle existe principalement en rouge. Ouais. On a 4 couleurs. On a du rouge, du bleu, du noir et du jaune. Et le flocon, on peut le faire sous forme d'adhésif personnalisé. Je peux faire. C'est possible. Magnifique. Et si je veux en offrir à tous les restaurateurs de France, tu peux suivre la cadence? Oui, alors c'est souvent la question qu'on me pose, c'est bien de la poser. Parce que sur des jeunes entreprises, innovantes d'ailleurs, ou quoi, c'est souvent cette crédibilité qui fait peur. Est-ce que vous allez arriver à suivre? Est-ce que vous avez les équipes et tout? En l'occurrence, oui, alors moi, mon injection est faite à Chaumont. Au départ, elle était faite dans le Poitou-Charentes. Elle a été un petit peu décalée. Elle est faite à Chaumont dans le 52. Avec un injecteur qui a 3 presses. Et c'est vrai que souvent on m'a dit, mais si on passe à des millions, est-ce qu'on va pouvoir produire? Avec plaisir de passer à des millions. En fait, aujourd'hui, j'ai un moule par référence. Mais quand on se parle d'une échelle à 1 million, ça ne posera pas de problème de fabriquer un 2e moule et de mettre 2 presses en ligne et de les faire tourner. Donc on n'a aucune limite. Au contraire. Si je voulais parler à la grande distribution, que voudrais-tu qu'elle fasse pour aider Bibaz à percer? Alors la grande distribution, pas grand-chose. C'est pas forcément le meilleur public, mais en tout cas, elle pourrait avoir un devoir d'éducation qui pourrait appuyer mon projet. Parce que typiquement, elle ne pourrait pas le vendre ou le mettre en service. Mon produit est assez spécifique à un marché
c'est ce qui fait sa force, mais qui peut aussi faire sa faiblesse sur ces marchés-là. Mais par contre, elle a un devoir, la grande distribution, où elle peut prôner le réemploi et donner envie à d'autres et inculquer une méthode. Voilà. Et quels ingrédients te manquent aujourd'hui pour aller encore plus loin? Et il manque pas mal de choses. Non, il va manquer le deuxième souffle de trésorerie qu'on a assez facilement au début d'un projet. Et puis dès que ça commence à grossir, et la question d'avant en fait partie, c'est-à-dire que si je fais 1 million, d'accord, je sais où trouver l'outillage, je sais où trouver les projets. Mais ça va demander de l'investissement. Cet investissement, ouais, ça va être la prochaine étape. On sort une nouveauté normalement dans le premier trimestre de l'année prochaine, qui est déjà prototypée et bien avancée, donc sur le marché de la pizza, que j'expliquais tout à l'heure à Mamie. Et donc ce projet-là, il va falloir l'industrialiser. Donc il faut des gens qui croient au produit, qui achètent. Il va falloir investir dans un moule, investir dans la commercialisation, dans la communication, dans la propriété, et ainsi de suite. Donc ouais, aujourd'hui, j'ai déjà oublié la question, j'ai trop parlé. Les ingrédients qui manquent pour aller plus loin. Ouais, les ingrédients, c'est ça. Et après, c'est avec cette trésorerie, c'est trouver la RH. Ça me ferait vraiment plaisir de plus être seul dans certaines actions, que ce soit le côté qualité produit, développement produit. J'ai quelques elfes à disposition. Ouais. Bénévole. Ça, je peux pas en parler en public. Et la com, qui prend aussi un peu de place et qui est assez importante pour se prendre sa place en termes de visibilité. Aujourd'hui, c'est un marché qui est assez concurrencé, pas forcément par les mêmes acteurs, par le tout jetable, mais ils sont en face, quoi. Voilà. Eh bien, merci Vincent, et rendez-vous dans ta cheminée. Ok, merci. J'ai répondu à tout. Merci Vincent. Merci. Eh bien, on remercie Vincent et on appelle à nous rejoindre Adrien Ladan pour Standboard. Adrien, tu as compris le sens du parcours. Tu peux aller prendre un petit goûter chez mamie. Alors, mon petit loulou, tu vas m'expliquer. C'est quoi ce skate électrique qui roule partout, même sur les chemins boueux? Bien écoute mamie, c'est ce qu'on a développé avec mon copain Edouard, tu sais, avec qui on était à l'école. On s'ennuyait quand même pas mal à faire du skate sur la route et ce genre de choses. Et du coup, on a voulu aller un peu sur le sable, sur la neige, etc. Et je pense que même toi, tu pourrais réussir à en faire. Et je sais qu'avec tes rhumatismes, tu aurais un peu de mal. Mais c'est tellement puissant qu'on peut accrocher une remorque à l'arrière. On a des gens qui promènent leurs chiens, qui promènent leurs enfants dans la remorque. Et du coup, si tu veux, on pourra te faire un tour de remorque en forêt. Avec le petit chien. Avec le petit chien. Mais ton engin, tu l'as fabriqué ici chez nous ou c'est un truc de Californie que tu as bricolé dans ton garage? Mais figure-toi un peu tout. On n'avait même pas de garage, on a bricolé à même le sol du salon, qui était d'ailleurs la chambre de mon copain. Évidemment avec une portée où cet hiver on en a fait justement en Californie, où on a acheté nos super sweats à Venice Beach à Los Angeles. Et non, c'est complètement fait ici, on le fabrique nous-mêmes. Et maintenant, comme on n'a plus le temps, on le fait fabriquer par un ESAT. C'est là où ils font travailler les gens en situation de handicap. Eh ben. Et j'ai vu une photo. Il y avait des jeunes qui volaient presque avec. Tu crois que mamie, elle pourrait s'y essayer ou vaut mieux pas? Même sans le chien? Si tu pourrais essayer, justement, comme on a essayé de le rendre accessible à tout le monde, on a développé une espèce de petite canne à l'avant. Typiquement, ta canne dont tu te sers pour marcher, en fait, on peut la visser directement sur la planche, et comme ça te permet de te stabiliser. Et de toute façon, comme dirait un grand sage, un jour, on le fera voler.
Bonne mère. Merci Adrien. Avec plaisir. Bonjour Adrien. Bonjour. Adrien, qu'est-ce qui a motivé le choix d'assembler vos produits en France et pour quel impact? 2 minutes. On a voulu faire assembler nos produits en France, premièrement pour dynamiser les emplois locaux, ce qui était important pour nous. Beaucoup de nos matières premières viennent de l'étranger. Pour le coup, on n'a pas le choix, que ce soit les moteurs ou les batteries, ça n'existe pas en Europe. Et donc, on a quand même voulu garder une empreinte locale et territoriale, et notamment le fait de faire travailler un ESAT. On a voulu faire assembler en France pour la qualité et la fiabilité. On est sur des produits vraiment haut de gamme, et donc on finit nous-mêmes les dernières soudures, les derniers réglages, les dernières programmations et tests. Et le fait d'avoir de l'assemblage et de la production du coup en France permet de réagir très rapidement s'il y a un problème chez un client et du coup les faire croire en fait en notre SAV et continuer de dynamiser du coup notre communauté d'utilisateurs. Très bien. Deuxième question, Adrien. L'assemblage en France par un ESAT est-il possible sur du long terme avec des gros volumes? Bonne question. On n'a pas la réponse aujourd'hui. Non, mais il n'y a pas de quoi voir. On n'a pas la réponse aujourd'hui. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on leur a apporté les notices de fabrication. On s'est rendu compte que dans certaines des notices, il y avait des erreurs qu'on avait faites. Ils sont très impressionnants au niveau de l'ESAT. Il ne faut vraiment pas sous-estimer les capacités de production d'un ESAT, même sur un produit qui est quand même très haut de gamme. Ils sont capables aujourd'hui de nous en sortir une dizaine par semaine. Peut-être qu'en continuant d'améliorer le système, il y a beaucoup de travail qui est pour nous en interne, c'est-à-dire d'améliorer et de simplifier la production au niveau de la R&D pour ensuite leur simplifier la vie derrière. Même si on monte une cadence de 15-20 par semaine, effectivement, si on a une telle demande, il faudra soit trouver une autre solution ou alors paralléliser. Donc, trouver un autre ESAT, puis un autre ESAT, etc. On n'a pas besoin d'ouvrir une usine à l'étranger, notamment en Asie. On peut très bien continuer de fabriquer en France et en fait paralléliser le système. Très bien, merci. Vos notes seront affichées prochainement. Oh oh oh. Oui. Bonjour Adrien. Bonjour Père Noël. Tu as été sage cette année? C'est pas moi qu'il faut le demander. Il a été sage cette année? Ah, oh. Et si je glissais dans ma hotte une subvention spéciale ou un programme public, ce serait quoi pour toi exactement? Tu l'utiliserais comment? Celui qu'on a eu par Tina, le programme pour l'expérimentation touristique, en fait, c'est le meilleur programme auquel on pouvait rêver. On a réussi à avoir un partenariat avec des stations de ski dans les Pyrénées qui ont vraiment cru en nous quand aucune station ne voulait travailler parce que c'était un petit peu trop nouveau ce qu'on a fait. Ils l'ont loué tout l'été, ils vont le louer tout l'hiver avec les chenilles. D'ailleurs, ça sera pratique pour avoir un traîneau. Hein. Génial. Plus besoin de Rennes quand on a des chenilles et une remorque. Hein. Et en fait, cette subvention, c'était déjà la subvention de rêve. Donc, à part ça, franchement, merci la région. Et si tu avais un vœu à faire pour que la France devienne la patrie de la mobilité douce et stylée, tu dirais quoi, petit rider? Déjà, sur le plan technique, ça serait quand même bien que ça ne coûte pas 20 fois plus cher en France qu'à l'étranger. Parce que nous, on a une volonté de se faire approvisionner en France. On a été approché par des gens qui nous disaient « Ok, sur les grandes séries, on ne pourra pas s'aligner sur les Chinois, mais pour du prototypage rapide, il n'y a pas de problème. Tu parles. » Pour un échantillon, c'était 4 mois d'attente et 4 fois le prix. Voilà. Transformer un peu la loi, rendre légale la remorque. On a beaucoup de gens qui en font en remorque, soit pour trimballer les enfants, les chiens, rendre le casque obligatoire, ce serait quand même un changement. Et effectivement, pousser les gens à cette nouvelle mobilité, s'affranchir des voitures, s'affranchir dans un contexte professionnel des quads, remplacer les rennes pour la non-maltraitance animale. Je vous regarde. Voilà. Moi, ils sont très très bien traités. Hein. Oui, ce qu'on dit. Oui, ils peuvent témoigner. Oui, ben écoutez, là, ils seront à la retraite. Hein, les gars, ça va? J'avais demandé un vœu, mais merci, c'est déjà très très bien. Merci Adrien. J'invite à nous rejoindre Marie-Odile Hecht pour Cosmoya. Marie-Odile, je te présente plus notre mamie. Bonjour mamie.
Bonjour Marie-Odile. Dis-moi ma cocotte, ça sent bon dans tes petits copeaux. C'est quoi? Oh là là, si tu savais. Au labo, on peut mettre au point tellement de choses différentes en fait. On va mettre, je sais pas, de la vanille, de la fleur de santal ou encore du bois de rose. On s'éclate pour parfumer nos produits. La En fleur fait, d'oranger? de la fleur d'oranger, carrément, de la lavande. Ou, je sais pas, des fleurs blanches. D'accord. Et raconte-moi, tu fais tout ça à la main comme moi avec mes confitures de fleurs d'oranger? Pas tout à fait. Ça fait une cuisine, en gros, mais en beaucoup plus technique. Pour la faire simple, au labo, on a plein de pieds à soupe, mais très gros et avec plein de sécurité dessus. Donc, on a des plaques chauffantes, comme à la cuisine. On a des broyeurs, comme les mixeurs. Et au final, on fait nos crèmes un peu comme ça. C'est un peu artisanal, hein? Quand on va à l'usine, c'est pas la même. Et ça veut dire quoi, naturel? De votre temps, tout le monde fait pas ça. Alors, du naturel, aujourd'hui, il y a des trucs qui sont vrais et des trucs qu'il faut pas te croire, en fait. C'est pas parce que c'est vert que c'est naturel. Et souvent, les gens, ils peignent des trucs en vert pour nous faire croire que c'est de la naturalité, alors que c'est pas forcément très très vrai. En gros, si on a une belle petite huile qui est en, je sais pas, première pression à froid, qui sert en bio, qui n'a pas été faite avec plein de pesticides, c'est hyper cool de la mettre dans un produit de massage. Après, on va rentrer dans des trucs un petit peu plus techniques. Quand on s'amuse à faire des produits à haute naturalité, on va se baser sur des trucs qui sont d'origine naturelle. Et l'origine naturelle, on va respecter des principes de chimie pas trop sales, et le produit, il n'a pas été fait à base de pétrochimie. C'est un peu la base. Ok. Comment as-tu fait, mon petit chat, pour te faire repérer par d'autres marques? Je crois en toi, mais il y a de la concurrence. Ouais, c'est pas facile. Parce que les gens qui font ce qu'on fait, en fait, il y en a plein en France. Faut pas croire, hein, c'est pas parce qu'une marque, elle s'appelle laboratoire machin, qu'elle a forcément un labo. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des labos qu'on ne voit pas. D'ailleurs, Cosmoya, concrètement, c'est pas une marque qu'on verra sur les étagères. Cela dit, comment est-ce qu'on les trouve, les clients? En fait, moi, ça fait 20 ans que je fais ça, mamie. Ça fait 20 ans que je traîne d'un labo à l'autre. Donc, au bout d'un moment, en fait, à force de traîner ma bosse, je connais machin, je connais truc, je connais bidule. Et en fait, le monde de la cosmétique, en fait, c'est une famille. Tout le monde se connaît. Donc, finalement, à connaître tout le monde, les gens, ils viennent te voir quand ils savent que ce que tu fais, c'est bien. Ok, ok. Ben merci Marie-Odile, j'ai beaucoup appris. Merci, mamie. Bonjour Marie-Odile. Bonjour. Alors, en 2 minutes, pouvez-vous m'expliquer en quoi votre modèle économique repose-t-il sur le Made in France, au-delà de la seule dimension éthique? Au-delà de l'éthique, alors moi je pense tellement que l'éthique c'est la base, mais en même temps, être en France c'est tellement évident. Dans mon domaine en fait, on fait de la cosmétique. La cosmétique c'est quand même la 3e puissance économique en France. C'est-à-dire qu'en gros, on a des avions, on a du vin, on est pas mal ici quand même dans la région, et on a de la cosméto. Donc être en France, c'est un peu la base. Le Made in France a une puissance incroyable. Très bien, merci. Question suivante. Quel levier utilisez-vous pour convaincre d'autres marques et consommateurs de payer le juste prix d'un produit local et naturel? Ah, c'est pas facile. C'est de l'éducation. C'est de l'éducation. Souvent, on vient nous voir en nous disant, je sais pas si vous connaissez là ces histoires de K-beauty, les gens qui ont cette mode avec les textures à la coréenne, machin. Mais c'est que de la silicone, tout ça. C'est vraiment pas très bon pour l'environnement. Et en fait, nous, on travaille et on innove énormément au laboratoire pour leur montrer qu'on peut faire du beau avec du propre. Et en fait, on n'est pas obligé d'avoir des trucs qui sont hyper polluants pour avoir du sensoriel, des produits où on a plaisir à se le mettre sur le visage, à se protéger le visage,
à kiffer se mettre des produits cosmétiques sur le visage, parce qu'il y a ça, en fait. Il y a aussi ça, il y a le plaisir de mettre des produits, en fait. Et si on peut le faire sans bousiller la planète, c'est quand même cool. Merci Marie-Odile. Merci. Bonne suite. Bonjour Père Noël. Oh, 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 je vois que tu m'as reconnu, Marie-Odile. Dis-moi, si je te glissais dans la hotte un petit cadeau magique qui t'aide à encore mieux fabriquer en France, ce serait quoi? Une machine? Une aide? Une fée? Ah, dur. Ouais, désolé. Parce que aujourd'hui, Cosmoya, ça a été fait par moi, c'est que moi et bon, mes salariés. Mais je pense que dans le Cosmoya de demain, j'aurais besoin de m'associer et de monter une usine. Donc tout ça, je pourrais pas le faire toute seule. Donc je pense qu'il faudra que je m'entoure bien. Et c'est quand ça? Ah, je sais pas. J'ai pas encore posé de date. Alors, pour Cosmoya, ce serait quoi ton vœu et cadeau idéal pour Noël? Pour Noël de cette année, Ah, je peux aller très vite. Ah, c'est difficile à dire. Hein. Concrètement, moi, je veux bien que tous les tests que je fais en ce moment, ça aille très très vite et que tout marche bien. Parce que j'ai des projets, si ça marche... Je vais appeler mes elfes tout de suite. On va arranger ça. Merci. Merci Marie-Odile. Merci Père Noël. Merci Marie-Odile. Et donc, le dernier à passer avec nous, c'est Damien Roy pour Seven, le projet télescope modulaire. Damien, bonne chance. Et je te donne rendez-vous avec mamie. Bonjour Mimi. Ça fait plaisir de voir un autre jour que le dimanche. Bonjour Damien. Alors mon petit Damien, raconte à mamie. Ta longue vue qui regarde les étoiles. C'est quoi ce drôle d'engin? Mamie n'a rien compris. Eh bien, c'est juste un télescope. Sauf que le télescope de Seven, il fait plus que les autres télescopes. Il permet de diversifier les usages. Il permet d'appréhender l'astronomie de manière graduelle en pouvant modifier les caractéristiques optiques. En fait, on a reproduit pour le télescope ce qui avait été fait dans les années 60 pour l'appareil photoréflexe avec des objectifs interchangeables. Ces objectifs-là ont permis de diversifier les usages, faire du champ profond, faire du paysage, de la macro, du portrait. Eh bien, pour l'astronomie, c'est un petit peu la même chose. Ça permet de faire du planétaire, ça permet de faire du ciel profond, du plein champ, puisque plus la taille de l'optique grandit, plus la focale s'agrandit aussi, plus on voit loin, plus on voit net, plus on collecte de la lumière. Et dans la pratique de l'astronomie et dans l'apprentissage de l'astronomie, on dit souvent qu'on commence avec un petit diamètre, un petit télescope, et puis quand on commence à mettre le doigt dedans, eh bien on a envie de grandir, mais le problème c'est qu'on doit tout changer à chaque fois. Donc l'idée de le rendre modulaire, c'était de ne changer que le nécessaire, l'optique. Modulaire, modu quoi? Ça veut dire quoi un télescope modulaire? Eh bien, c'est qu'il est composé de modules interchangeables. On garde la structure d'accueil, on garde sa monture, son trépied, et on ne change que les optiques. Les modules, les optiques vont par paire, module primaire, module secondaire. Et grâce à ces modules et grâce au plan qui peut s'agrandir, en fait, on peut modifier le diamètre de l'optique et sa focale. Voilà. Plus le diamètre grandit, plus on collecte de la lumière, plus la focale grandit, plus on zoome. J'ai un peu compris. Et tu les fabriques où, tes télescopes? Dis-moi qu'ils ne viennent pas de l'autre bout de la planète, n'est-ce pas? Non, il est plus loin, le Médoc. Ah oui. Ils sont fabriqués à Moulis en Médoc, chez moi. Avec du coup un réseau de partenaires qu'on a réussi à agréger, qui sont aussi en grande partie médocains, du carbone à Gaillan, du textile à Castelnau, de la fabrication additive à Bègle, et puis un peu de tôlerie à l'étranger. D'accord. Et un petit peu de vin avec? Un peu de? Un petit coup de rouge avec? Ah, mais du rouge à Moulis, toujours. Merci Damien. Merci mamie.
Bonjour Damien. Le Made in France est-il pour vous une contrainte à intégrer ou un pilier stratégique dans votre développement? 2 minutes. Le Made in France nous a permis beaucoup de choses. Augmenter nos coûts de revient, faire moins de marge, emprunter plus d'argent, mais prendre beaucoup de plaisir chez soi, à faire ce qu'on aime, à le partager, à aller dans les clubs. Je pense que la plus grande satisfaction aujourd'hui, c'est déjà de le faire pour soi, de le faire pour les autres et surtout de le faire avec ses mains, plutôt que de recevoir des palettes entières de quelque chose qui aurait été fait par d'autres gens ailleurs où on ne sait pas ni dans quelles conditions. Donc voilà, mais ça nous a aussi permis d'apporter une réelle valeur d'estime du matériel. Le Made in France, c'est aussi ça. C'est aussi la volonté de faire bien les choses. Donc aujourd'hui, on a décidé de le faire en France, en plus petite quantité, plus cher. Mais du coup, pour des gens qui ont cette vraie sensibilité de ce que l'on fait, de l'innovation et de là où on le fait aussi, quoi. Merci Damien. Autre question. Quels choix industriels vous ont permis de maintenir une fabrication en partie française sans sacrifier la performance de votre produit? Je pense que ce qui nous a permis de conserver la fabrication en France, c'est tous les gens qui ne nous ont pas accompagnés pour financer le projet. Du coup, il a fallu, quand on n'a pas d'argent, on a des idées. Du coup, on a cherché, on a feinté, on a innové encore dans l'innovation pour fabriquer autrement que ce qui était prévu au départ. Et du coup, voilà, on n'est pas plus malheureux que ça. C'est juste la trésor et notre comptable qui nous dit que peut-être qu'un jour, il faudrait qu'il y ait de l'argent sur le compte. Mais sinon, on est content de lancer notre commercialisation. On verra où ça nous mène. Merci Damien. Merci. Je peux m'asseoir sur tes genoux? Non. On verra tout à l'heure. Damien, oui. Dis-moi, dans ta haute d'entrepreneur, qu'est-ce qu'il te manque, même si j'ai des bouts de réponse, pour t'assurer à 100% de pouvoir continuer à fabriquer en France tout en visant les étoiles? De la trésor. On en revient. Mais industrialiser en France, c'est un véritable challenge. C'est pas que financier, c'est technique, c'est logistique. Trouver aujourd'hui des partenaires qui sont capables de répondre aux besoins, qui sont surtout capables de répondre à notre besoin à notre échelle, c'est hyper compliqué en fait, puisqu'on n'a pas les moyens de fabriquer par milliers pour avoir des prix compétitifs. Donc il faut trouver les gens qui comprennent le projet, qui comprennent où on veut aller pour du coup nous aider à avancer, ce qui a été le cas avec les entreprises qu'on a su agréger en local, ce qui est le cas de la Maison de l'Industrie aujourd'hui qui a décidé aussi de nous aider, de nous accompagner. Voilà, c'est de ça dont on manque aujourd'hui, c'est de gens qui comprennent et qui sont prêts à nous mettre un petit coup de pouce pour qu'on avance. Il faut simplement que tes entreprises partenaires grossissent. Ouais. Si je pouvais t'offrir une chaîne de production, ouais. Là, maintenant, ou un réseau de fournisseurs bien de chez nous, ce serait pour faire quoi? Ça serait pour faire quoi? Pour faire ce que l'on fait plus en France, c'est-à-dire à peu près pas tout. La tôlerie, l'industrie de la tôlerie aujourd'hui, de l'usinage, c'est très compliqué en France. La plupart des industries sont parties et celles qui sont restées ne veulent pas travailler avec des petits clients. L'optique, il n'y a plus d'optique en France, ça n'existe plus. Il y reste quelques artisans, mais l'industrie de l'optique est plus qu'elle était. Donc, forcé de se fournir ailleurs. Voilà, ce qui nous permettrait de... Quel tableau désespérant. Non, nous on est plein d'espoir. Bon, alors si tout allait bien demain, ouais. Quel serait ton rêve pour que Seven devienne le fleuron de l'astronomie française? Notre rêve à nous, ça serait de rendre l'astronomie et la pratique de l'astronomie, pas que matérielle, c'est vraiment la pratique plus accessible. Aujourd'hui, la plupart des astronomes qui démarrent dans la pratique le font chez eux, tout seuls, avec YouTube, avec tout un tas de choses, et à la fin, en fait, ils n'y arrivent pas. Finalement, ils échouent. Finalement, ils remettent leur télescope sur le bon coin et ils passent à autre chose. Notre rêve à nous, ça serait de développer plus que du matériel, ça serait de développer la pédagogie et l'animation.
On s'est accompagné de l'Association française d'astronomie pour le faire. Ça va être notre prescripteur dans les clubs d'astronomie, on l'espère très rapidement. Et on espère justement aller au-delà, aller plus loin que faire le télescope. C'est aussi le porter chez l'utilisateur et l'aider à s'en servir. Écoute, tant qu'ils ne me voient pas arriver, c'est tout ce que je leur souhaite. Merci Père Noël. Merci. Eh bien, merci à vous quatre de vous être prêtés à ce jeu et d'avoir été entre les mains de notre mamie, d'être retourné à l'école pour passer l'oral du bac. Et puis, bon, là, c'est une chance d'avoir rencontré le Père Noël. J'espère que vous avez tous passé un bon moment parmi nous. La journée se termine maintenant, mais avant qu'on se quitte, on voulait quand même partager un petit verre de l'amitié avec vous et un petit cocktail. Donc, on vous invite tous à vous rendre devant les salons du premier étage, là où il y avait les rendez-vous d'affaires tout au long de la journée, pour partager un dernier verre tous ensemble et puis pouvoir discuter et finir la journée de bonne humeur.